Bonjour à tous, je m'appelle Bader Ouzine. Je suis heureux d'être ici à ce webinaire doctorant pour partager quelques-uns de mes travaux et de l'avancement de ma thèse. Donc tout d'abord, je vais vous partager, je vais vous présenter mon parcours et donner quelques informations générales. Donc j'ai intégré le NTPE en 2018 en statut de fonctionnaire. Où j'ai étudié le génie civil et où je me suis spécialisé en géotechnique. Et depuis octobre 2020, je suis en deuxième année de thèse à l'université Gustave Eiffel, au laboratoire SRO, sol, roche et ouvrage géotechnique, qui appartient au département Gers. Donc, comme l'a dit Alexandre, l'intitulé de ma thèse, c'est Caractérisation des interactions entre géostructures thermiques au sein d'un écoulement. Mon directeur de thèse est Philippe Restec et mes encadrants sont Jean de Sauvage, Thibaut Badinier, Essar et Mathie, qui font tous partie du laboratoire SRO. Donc c'est une thèse qui est financée par le ministère de la Transition écologique en tant que TPE. Donc c'est une thèse ITPE 4A. Et sur cette thèse, il y a également un partenaire qui est le Schofield Center de l'University of Cambridge. C'est un centre de centrifugeuse, c'est un laboratoire avec une centrifugeuse où j'ai pu passer 6 mois et pour réaliser des essais que je vous présenterai par la suite. Avant de rentrer dans les détails des travaux, je pensais que c'était intéressant de faire un rappel du contexte dans lequel se situe, selon moi, ma thèse. Donc j'ai mis ici un graphique sur lequel on peut voir l'augmentation de la consommation d'énergie dans le monde au cours du temps. Donc il commence dans les années 1900 et il se finit quasiment il y a 3 ans. Donc on voit qu'à partir des années 50, on a eu une forte accélération de la consommation, euh, si ce n'est exponentielle, au moins linéaire. Et on voit également que grosses, euh, des grosses parts de ces énergies, de ces consommations d'énergie, sont des énergies fossiles. Donc on a ici le gaz en rose-violet, le pétrole en bleu et le charbon en gris. Donc sur cette grande augmentation, les trois grosses parts d'énergie sont des énergies fossiles et émettrices de CO2. On voit également que en haut de ces courbes, les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, et ce qui est ici en marron, c'est les autres énergies non renouvelables, donc notamment la géothermie. Peut-être que vous voyez pas très bien, c'est soit dû à la qualité de mon graphique, soit aux politiques mises en place ces dernières décennies. Euh, et parmi ces grosses consommations d'énergie, la part la plus importante, c'est pour le bâtiment et notamment pour le résidentiel. Donc on a ce chiffre en général, on prend 40% de la consommation d'énergie qui est attribuée au bâtiment. Et donc tout cela sur un fond de changement climatique. Pour répondre à cette problématique, le GIEC propose deux principaux leviers, deux actions principales, qui sont tout d'abord une sobriété énergique, qui consiste à réduire au moins l'augmentation de cette courbe, et ensuite miser sur les énergies renouvelables pour que cette courbe en marron, globalement, soit plus visible à l'œil nu, et les autres également. Donc pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé de mécanique des sols, mais le lien entre les énergies renouvelables et donc ici la géothermie, plus particulièrement, il existe dans la mécanique des sols grâce aux géostructures thermiques. Donc les géostructures thermiques, pour faire un bref rappel, c'est une solution de géothermie basse énergie, c'est-à-dire faible profondeur. Donc on va être sur une première cinquantaine de mètres ici, et sur des températures qui sont environ de 15 degrés Celsius, selon où on se trouve sur la planète. C'est des solutions qui se sont développées dès les années 80. Et pour faire une brève présentation de leurs principes, on va utiliser les ouvrages géotechniques comme échangeurs thermiques. Et on va leur conférer donc un rôle énergétique en plus du rôle mécanique de base. Pour prendre ici cette première illustration qui sert d'exemple, c'est la construction d'un hôpital par exemple sur pieux. Donc ici, les pieux vont avoir un premier rôle de base qu'on connaît tous, qui est la stabilité mécanique du bâtiment.
Et on va avoir un second rôle ici énergétique, en fixant, comme on voit sur cette figure, ça c'est une cage d'armature d'un pieu, en fixant des tubes échangeurs à l'intérieur, on va pouvoir faire circuler un fluide avec une pompe à chaleur et venir récupérer la chaleur dans le sol pour l'injecter dans le bâtiment et chauffer le bâtiment en hiver. En été, on peut faire l'inverse, récupérer la chaleur qui est présente dans le bâtiment et l'injecter dans le sol. Ici, j'ai mis un graphique qui reprend le nombre d'installations de géostructures thermiques dans le monde. C'est un recensement qui a été fait par Dudona en 2017. Donc on voit qu'il y a une certaine tendance à la mise en place des géostructures thermiques dans le monde, même si on reste sur une échelle d'une centaine d'installations pour l'instant. Et on peut quand même faire le lien, pour revenir sur le contexte, avec ici en vert, la courbe, c'est le CO2 qui n'a pas été émis grâce à l'installation de ces géostructures thermiques. Donc, pour faire le lien avec la problématique qui va nous intéresser, en utilisant ces géostructures thermiques, on va, par exemple, ici, puiser de la chaleur dans le sol, et on va donc créer une variation thermique dans le sol. Cette variation thermique, si elle est positive, elle va créer une dilatation, et si elle est négative, elle va créer une contraction. En somme, cette variation thermique, elle va créer des déformations et des contraintes, et c'est ce qui va nous intéresser. Donc tout d'abord, si on s'intéresse au cas d'un pieu simple, de façon basique, s'il chauffe, il va se dilater, et s'il refroidit, il va être contracté. Sauf que ce pieu, il va être en interaction, pardon, avec le sol et avec notamment la structure qu'il supporte. Donc il ne va pas être libre de se contracter ou de se dilater librement, et on va donc avoir création de déformations et de contraintes. Mais cet effet, il est assez bien connu, il a été longuement étudié, et il est assez bien décrit dans la littérature. Ici, par exemple, c'est un travail qui avait été fait par Bornweb, j'ai pas mis la source, désolé, par Bornweb en 2006. Par contre, si on s'intéresse au comportement d'un groupe de pieux, il est cette fois-ci plus complexe. Si on regarde par exemple ce schéma, on a ici un groupe de 4 pieux par exemple, avec un seul pieu qui est échauffé. Donc comme on l'a dit précédemment, on va avoir création de contraintes et de déformations thermiquement induites. Mais cette variation de température qui va être créée, elle va également se diffuser vers les autres structures. Elle va se diffuser plus ou moins rapidement selon qu'on soit dans le cas d'un écoulement souterrain ou non. Et on va venir impacter les structures en aval de façon thermique. Donc si c'est des géostructures thermiques, on va impacter d'une part leur efficacité énergétique, mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est qu'on va les impacter mécaniquement via la création de contraintes et de déformations thermiquement induites. Donc pour étudier le groupe, pour étudier cette question, ce qui a été mis en place, c'est un essai en centrifugeuse à l'université de Cambridge. Donc ici, je vous ai mis une photo du modèle juste avant qu'il soit mis, enfin dans la centrifugeuse, juste avant le début du vol. Alors, la première question à laquelle on pourrait répondre, c'est pourquoi utiliser une centrifugeuse? Donc, en géotechnique, il semble assez facile à prouver que étudier les modèles de taille réduite est une solution intéressante puisqu'on ça va être plus rapide, plus simple. On va pouvoir aller jusqu'à la rupture. On va pouvoir contrôler certains paramètres, mettre en place des études paramétriques. Donc ça, c'est plein d'arguments qui nous justifient d'étudier les modèles réduits. Sauf que pour obtenir les mêmes contraintes dans notre modèle réduit que dans la réalité, dans l'ouvrage de taille réelle qu'on appelle prototype, pour avoir les mêmes contraintes dans le modèle que dans le prototype, on utilise une centrifugeuse. Donc en faisant, pour expliquer le principe, en faisant tourner notre modèle à une certaine vitesse, on va appliquer une force centrifuge qui va être appliquée de façon verticale sur ici par exemple le groupe de pieux et sur le modèle de sol également, et on va simuler des contraintes qu'on aurait sur l'ouvrage de taille réelle. Pour l'étude qui a été réalisée ici, qu'est-ce qui a été modélisé? On le voit ici, c'est un groupe de 4 pieux, dont un seul des pieux est soumis à une charge thermique. Et deux configurations ont été étudiées.
une configuration où le sable est seulement saturé et une configuration où en plus du fait que le sable soit saturé, un écoulement est mis en place. Et l'objectif principal, c'est de mesurer, d'appréhender l'impact de cet écoulement sur le comportement thermomécanique du groupe de pieux. Donc, ici, quelques informations sur le modèle. Donc, la densité du sable qui est dense, la densité du modèle qui est du sol qui est dense, pardon, et l'accélération centrifuge appliquée qui est de 50 G. Pour mieux voir ce qui a été fait, je vous mets ici un schéma du modèle et de son instrumentation. J'ai dit qu'on allait appliquer une charge thermique, mais je n'ai pas dit comment. Donc, de façon très simple, en fait, les 4 pieux qui ont été modélisés, ils ont un tube en cuivre à l'intérieur. Et on va faire circuler de l'eau grâce à une pompe dans un pelletier. Donc, le pelletier, c'est un chauffage, pour rester très simple. Donc, on va faire circuler de l'eau dans un chauffage. Elle va être chauffée. Elle va être ensuite introduite dans le pieu. Elle va circuler à l'intérieur et être évacuée par la suite. Donc on a un système de chauffage en boucle ouverte qui va nous permettre de chauffer le pieu et de lui appliquer une charge thermique. Ce qu'on va mesurer, c'est les charges en tête de chaque pieu avec des capteurs de force au-dessus des pieux, et on va également mesurer le déplacement du chevêtre grâce à des LVDT. On aura également des capteurs de température et des capteurs de pression interstitielle. Ça, c'est pour le cas saturé. Dans le cas où on veut mettre en place un écoulement, la centrifugeuse de Cambridge, elle possède, on a la possibilité de mettre en place d'injecter de l'eau pendant le vol. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'on injecte de l'eau ici, on injecte de l'eau ici sur la première partie. En fait, le modèle, il est séparé en 3 phases. On a du sable au milieu, et sur les côtés, on le voyait ici déjà, j'aurais pu commencer par ça, on a des graviers qui sont séparés du sable par du géotextile. L'idée, c'est juste d'utiliser la plus grosse perméabilité des graviers pour imposer un niveau d'eau constant des deux côtés grâce à des systèmes de siphon. Et en imposant 2 charges hydrauliques sur les côtés de notre modèle en sable, 2 charges hydrauliques différentes, on va mettre en place un écoulement dans le sol. Donc on injecte de l'eau ici, on a un système de siphon pour maintenir la hauteur de ce côté et une hauteur plus basse de l'autre côté en aval, et on crée ainsi un écoulement dans le sol. Ici, vous avez une photo, ce serait sur ce côté, où on voit le système du siphon qui ressort. J'ai mis ici quelques photos pour mieux visualiser encore le modèle. Donc ici, c'est le pieu avec le tube qu'on ne voit pas, mais qui est à l'intérieur, le tube en cuivre. On a des capteurs de température qui sont des PT100 pour mesurer la température de l'eau en entrée et en sortie. La température également à la surface du pieu. On a des jauges de déformation que vous avez pu voir sur le schéma d'avant. Je n'ai pas précisé, mais la mise en place du groupe de pieux, elle se fait par pluviation. Donc on met en place le groupe de pieux et on fait pleuvoir le sable autour. Là, vous voyez des capteurs de température, puisque l'objectif principal, je le rappelle, c'est d'évaluer l'impact de l'écoulement sur le comportement thermomécanique du groupe de pieux, mais on va aussi mesurer le transfert thermique dans le sol. Ici, on voit, pas très bien, mais c'est les capteurs de force en tête des pieux. Et ici, c'est une vue de haut du groupe de pieux, du chevêtre. Donc, on a les 4 pieux en dessous. Alors, comment va se dérouler le test? Donc, tout d'abord, une fois que le modèle est mis en place, on va augmenter la vitesse de rotation jusqu'à atteindre une force centrifuge qui représente 50 G. Une fois qu'on aura atteint cette force centrifuge, on va, grâce à l'instrumentation, vérifier qu'on a atteint un régime permanent, donc que les forces, et notamment les pressions interstitielles, sont désormais constantes. Une fois qu'on a vérifié ce régime permanent, on va allumer le système de chauffage. Et en faisant cela, on est sûr que tout ce qu'on va désormais observer, ça sera des comportements thermiquement induits, qui sont dus à la charge thermique. L'étape 3, c'est d'éteindre le système de chauffage, tout en maintenant la rotation, et de mettre en place l'écoulement. Cet écoulement va lui refroidir le modèle et réhomogénéiser toutes les températures,
et on va pouvoir par la suite réappliquer une charge thermique pour cette fois avoir le cas avec écoulement. Donc si je reprends les résultats du cas sans écoulement, donc de l'étape 2, une fois qu'on allume le système de chauffage, on a la température à l'extérieur du pieu, qu'on voit ici, qui va augmenter. Ça va avoir pour effet de créer un déplacement. Donc si on regarde le groupe de pieux vu de haut, le pieu 22, c'est celui qui chauffe. En le faisant chauffer, on va mesurer ici un soulèvement du radier au niveau du pieu qui est chauffé, du pieu énergétique ou géothermique. Et ce soulèvement va créer sur le pieu qui est sur la diagonale opposée un tassement qu'on observe ici. En se soulevant, ici en fait le pieu, lorsqu'on va lui appliquer la charge thermique, il va avoir tendance à se dilater, mais le poids du chevêtre qui est appliqué sur lui va avoir tendance du coup à comprimer le capteur de force qui est entre le pieu et le radier. Et donc on observe, lorsque on chauffe le pieu, une augmentation de la charge en tête du pieu géothermique, ici, et on observe également une augmentation de la charge en tête sur le pieu qui est situé sur la diagonale. En fait, le déplacement du radier qui va être appliqué sur le pieu numéro 5 ici va avoir également un effet de compression et donc une augmentation de la charge en tête du pieu numéro 5. Comme le poids du chevêtre, lui, est constant au cours du temps, les augmentations de température, les augmentations de charge en tête sur les pieux 22 et 5 vont être déduites ou équilibrées par une perte de charge en tête sur les autres pieux situés sur l'autre diagonale. Alors, sur l'étape numéro 4, où on refait la même expérience, mais cette fois-ci en ayant imposé un écoulement d'eau dans le sol, on va observer les mêmes tendances, mais dans une moindre mesure. Et c'est ce qu'on observe ici. Si on regarde par exemple l'évolution de la charge en tête au niveau du pieu 22, donc en rouge, ici c'est le cas sans écoulement, et en pointillé, c'est à chaque fois le cas avec écoulement. Donc le pieu numéro 22, sa charge en tête va augmenter. Oui, pardon, je n'ai pas précisé, mais à chaque fois, on a un rééquilibrage. Donc bien que la température est maintenue plus ou moins élevée, on a un rééquilibrage du déplacement et donc de la charge en tête. Ici, le pieu 22, il va être chauffé. La charge en tête du pieu 22 va être plus forte lorsqu'on aura un cas saturé que lorsqu'on aura un écoulement. Et également, le rééquilibrage va être fait de façon plus douce lorsqu'on est avec un écoulement. Et également, le pieu 5 sur la diagonale va avoir une variation en tête plus forte dans le cas sans écoulement que dans le cas avec écoulement. Sur les courbes qui sont en dessous, en jaune et en vert, c'est les effets opposés comme expliqué précédemment. Donc ça va être les pieux 20 et 8 qui vont subir, eux, les effets inverses. Si on s'intéresse au tassement moyen, le tassement moyen, vous vous souvenez qu'il y avait 4 capteurs de déplacement sur le radier, c'est la moyenne des 4 déplacements. Le tassement moyen, lorsqu'on maintient la charge thermique, il est plus... Donc au début, on a un soulèvement moyen, et à partir d'un certain moment, on a un tassement moyen. Ce tassement moyen, il est plus fort dans le cas où on n'a pas d'écoulement que dans le cas où on a un écoulement. Et donc la conclusion, c'est que l'écoulement va favoriser, ça on s'y attendait un peu, la dissipation de l'anomalie thermique, et on va avoir un impact thermomécanique qui sera moindre sur le groupe de pieux. Donc ça reste, par contre, pour prendre un peu de recul, ça reste un essai préliminaire pour lequel il faudrait faire d'autres essais pour confirmer ces résultats. Je ne sais pas s'il me reste du temps ou pas. On commence à dépasser un petit peu le temps. Ok, dans ce cas, j'avais un autre résultat à présenter, mais je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Juste attendre quelques secondes, voir si des questions, on a dépassé un petit peu. Sinon, moi, j'ai une question entre-temps. Oui. Sinon, s'il y a d'autres, on verra ça à la fin. Les valeurs de déplacement qu'on affiche, elles sont très, très faibles, là, de l'ordre de 0 quelques millimètres. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être un effet d'échelle sur un modèle réduit. C'est ça. Sur un modèle à vraie grandeur, on devrait s'attendre à quelle
Quelle magnitude de déplacement? J'ai pas précisé, en effet, c'est que les déplacements, enfin toutes les données ici, elles sont faites à échelle du modèle. Donc ça, c'est ce que vraiment a mesuré le capteur. Et comme on était à 50G, je vais préciser. Pardon. Donc en fait, travailler à 50G, ça veut dire qu'on a pris un modèle qui est 50 fois plus petit que ce qu'on aurait. Et donc les lois de similitude, elles nous impliquent que les déplacements aussi et les longueurs devraient être 50 fois plus grandes. Donc si on considère ici 0,01 mm, ça ferait 50 fois plus pour, pour le groupe à taille réelle. Donc 0,5 mm. Ok. Merci pour cette réponse. Je ne vois pas d'autres questions sur les chats, donc je tiens à te remercier pour cette présentation. Certains d'entre nous n'ont pas accès au chat. Donc, je propose que ceux qui n'ont pas accès au chat et qui veulent poser une question, qu'on le fasse à la fin. On a prévu un petit temps de discussion à la fin. Okay. Ça, on peut passer à la prochaine présentation. Merci. Merci, Bader.